RCN. Le son de la différence. Les plumes sur RCN, présentées par Mona. Bonjour à tous. Cela devient une habitude, fort agréable ma foi. Cette année encore, ce sont les élèves de Cagnes du lycée Poincaré de Nancy qui vont animer cette émission. Je les laisse se présenter et présenter leur invité. Bienvenue à vous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de nous donner la parole. Aujourd'hui, nous recevons comme invitée Zineb Mekouar, une autrice remarquable pour son parcours et son engagement social. Bonjour Madame Mekouar, vous êtes écrivaine franco-marocaine, finaliste du prix Goncourt du premier roman 2022. Notre discussion sera principalement portée sur votre roman Souviens-toi des abeilles, paru en 2024 chez Gallimard. Je me permets de faire un rapide résumé de votre roman. Ce roman parle d'Anir, un jeune enfant qui vit avec son grand-père à Inzerki, un village du Haut Atlas marocain, à l'ombre du plus ancien rucher collectif. Il se forme auprès du vieil homme, maître apiculteur, et sert également de lien à une famille démantelée. Il serre doucement la main de son grand-père, tout en veillant tendrement sur sa mère, dont le regard s'est transformé en une teinte métallique. Comme eux, Anir ressent un profond lien avec la nature qui se dévoile dans toute sa splendeur sauvage et nourrissante. Le rucher, une merveille ancestrale résultant d'un travail collectif astucieux, est alors mis en péril lorsqu'il ne tombe plus de pluie, que la terre s'assèche et que les abeilles succombent, le tout étant inspiré d'une réalité environnementale préoccupante. Avant cela, j'aimerais expliquer le déroulement de l'émission qui va se dérouler en 3 parties. Tout d'abord, nous allons parler de votre rapport à l'écriture pour pouvoir entrer dans votre roman. Puis nous allons nous interroger sur les personnages que compose ce roman, pour ensuite nous pencher sur l'écologie qui a une place importante dans votre roman, pour finalement s'intéresser au grand thème que constitue ce roman et sa fin. Nous sommes donc avec Juliette, Nicolas, Jeanne et moi-même, Léa, étudiants en classe préparatoire littéraire au lycée Henri Poincaré. Juliette, je te laisse la parole. Alors tout d'abord, merci Madame Mekouar de répondre à nos questions. Alors quels conseils donneriez-vous à un ou une élève de prépa littéraire qui souhaiterait écrire et aspirerait à devenir auteur ou autrice de romans à son tour ? Bonjour et surtout merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Le conseil que je peux vous donner, c'est prenez la littérature au sérieux. Alors normalement, quand vous êtes en classe prépa littéraire, c'est ce que vous faites déjà. Et pour l'écriture en tant que telle, c'est la discipline. On a souvent ce fantasme presque de l'écrivain torturé qui se réveille à 3h du matin et qui va écrire un chef-d'œuvre. Dans 99,9% des cas, c'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est se discipliner chaque jour, se remettre à l'ouvrage, les jours où on n'en a pas envie, les jours où il pleut, les jours où on est fatigué, et vraiment travailler. Plus on écrit et plus on découvre soi-même son style d'écriture, plus on sait ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on ne veut pas aller. Donc c'est vraiment une question de discipline, de travail. J'ai rencontré un écrivain un jour qui m'a dit si tu veux écrire, c'est simple, la recette c'est 80% de travail et 20% de talent, et encore je suis très généreux sur le talent. Merci. Écrire vous permet-il de dire des choses que vous ne pouvez pas ou n'arrivez pas à dire à l'oral ? Oui, écrire, c'est Marguerite Duras qui disait ça, c'est hurler sans bruit, c'est une manière de porter sa voix, mais au lieu de crier, comme ça, aller dans la rue et crier parce qu'il y a des injustices, en fait, on prend le temps de réfléchir et de crier sur 300 pages. Avec style, on va essayer, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de porter sa voix, de montrer un rapport au monde. Moi, c'est vrai que mon écriture est engagée, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Engagée, ça ne veut pas dire militant. Engagée, ça veut simplement dire que par les thèmes choisis, on montre des choses ou des thèmes, des personnages qui sont peut-être invisibilisés dans la vraie vie. Moi, notamment, mes thèmes, c'est la vulnérabilité de l'enfance, la vulnérabilité
des femmes aussi. Par exemple, mon premier roman, La poule et son cumin, c'est sur le rapport au corps des femmes au Maroc et le rapport au racisme en France. Donc, mes thèmes sont toujours engagés. Maintenant, ce qui est bien en littérature et dans les romans, c'est que le roman, c'est un lieu neutre. Ça veut dire qu'on ne dit pas eux, c'est des méchants, eux, c'est des gentils. C'est juste montrer les choses, montrer la gradation, les nuances de la vie. Et chacun de nous a à la fois ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et il n'y a rien de mieux que le roman pour aller du cœur au cœur et pour montrer que l'autre, en fait, c'est un autre nous-mêmes. Et on ne peut pas détester l'autre si on se rend compte qu'il a la même humanité que nous. Merci. Dans quelle disposition vous placez-vous pour écrire vos romans? Disposition. Est-ce que vous vous mettez comme Balzac entouré de coussins? Des rituels. Oui. Rituels. C'est vrai que chacun a ses rituels. Moi, les miens sont assez simples. Il me faut du café, du chocolat noir et ma musique. J'écris toujours en musique. Il y en a qui ont besoin, par exemple, de silence. D'un silence complet. Moi, j'ai besoin de mes écouteurs, de ma musique et du coup d'être un peu dans ma bulle. Je peux écrire un peu n'importe où, mais j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et puis, ça dépend aussi du moment de l'écriture. Par exemple, quand on écrit un roman, il y a différents moments. Il y a des moments de recherche du thème, puis il y a des moments parfois de recherche nécessaires. Par exemple, pour Souviens-toi des abeilles, je suis allée sur place parce que le lieu existe vraiment, ce rucher d'Inzerkி qui est le plus ancien et le plus grand du monde, qui va bientôt normalement d'ailleurs entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, j'espère. Et du coup, je suis allée sur place, j'ai vécu un peu avec les habitants, je suis allée demander à l'université d'Agadir des informations sociologiques, historiques sur le lieu. Et puis ensuite, donc il y a eu toute cette phase de recherche. J'ai beaucoup cherché de choses sur les abeilles. Alors j'adore le miel comme tout le monde, mais voilà, les abeilles, j'avais envie, par éthique aussi. Je vais écrire un roman, c'est bien, mais même si c'est de la fiction, moi, éthiquement, j'ai envie que ce soit vraisemblable et puis aussi de dire des choses qui sont réelles. Et puis ensuite, il y a le moment de l'écriture en tant que telle. Et puis après, il y a le moment de la réécriture. Donc, il y a différents moments. Mais sur le moment de l'écriture en tant que telle, j'ai besoin d'être seule, d'avoir de longues plages horaires où je sais que je ne vais pas être dérangée. Et puis, ma musique, effectivement. Merci. Comment avez-vous trouvé votre style d'écriture? Avez-vous testé plusieurs manières d'écrire ou était-ce instinctif? Je pense qu'on n'a jamais vraiment trouvé son style. Il évolue en fonction du temps. Et c'est pour ça que parfois, il y a des grands romanciers où le style, on a l'impression qu'il change, mais en fait, il évolue avec le temps. C'est aussi des époques de vie, des moments de vie. Je pense aussi à Duras, qui a, au fur et à mesure de sa vie et de son œuvre, évolué dans son style, avec une rythmique de plus en plus forte à la fin de sa vie. Et moi, je trouve que plus on écrit et plus on se rend compte aussi d'un style vers lequel on aimerait tendre, où on a le stylo tremble moins, en fait. Plus on écrit et plus on apprend à justement être solide dans cette écriture-là, plus on a confiance peut-être aussi un peu, en tout cas de là où on veut aller. Et puis, finalement, chaque livre impose aussi pas un style, mais une manière. Par exemple, est-ce qu'on va utiliser le je ou le il? Est-ce que, par exemple, là, Souviens-toi des abeilles, c'est plus de l'ordre du conte. On a cette façon d'aller dans le lieu, dans le livre, qui est comme de l'ordre du conte. Et pourquoi j'ai choisi ce style-là? C'est parce que quand j'y suis allée, d'abord, le lieu est féerique. Il est vraiment magnifique. Donc, j'avais envie de mettre en avant les couleurs, les odeurs, les parfums. Et puis aussi, il y avait cette tradition orale assez méditerranéenne ou africaine de se passer les histoires, on se transmet les histoires de génération en génération, qui était un peu de l'ordre du conte. Donc quand on m'a raconté un peu les histoires autour du rucher, je me suis dit, bah tiens, j'aimerais garder ça. Mon premier roman, La poule et son cumin, le style est beaucoup plus cru, il est beaucoup plus direct, il est beaucoup plus vif, parce que c'était aussi sur une jeunesse très urbaine, très actuelle. J'étais aussi peut-être
très énervé, plus jeune à l'époque. Donc les styles changent aussi en fonction, je pense, du moment où on l'écrit. Mais normalement, on découvre au fur et à mesure, on devient soi-même au fur et à mesure. Ça, c'est vrai dans la vie, mais c'est aussi vrai dans l'écriture. Si. Pourquoi avoir choisi la forme du roman, puisque vous avez fait des études dans des grandes écoles qui auraient pu vous faire écrire également des livres non fictionnels et plus concrets sur les questions environnementales, par exemple ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, le roman, c'est le chemin le plus court pour aller vers l'autre et pour aller du cœur au cœur. J'ai lu des centaines d'essais, j'ai vu des documentaires, j'ai vu des milliers de chiffres, par exemple, sur l'écologie, la sécheresse, le changement climatique. Et je pense qu'une histoire incarnée, charnelle en fait, qui montre un petit garçon de 10 ans qui, parce qu'il n'y a plus d'eau, doit quitter sa terre alors qu'il est très heureux. On voit la détresse de ce grand-père, on voit la tendresse avec laquelle il explique son rapport au monde, on voit la tristesse aussi, les larmes de ce petit garçon parce que sa reine, la reine des abeilles de sa ruche à lui meurt. Et ben en fait, tout ça, ça va toucher le lecteur et on va comprendre intimement ce que c'est que la sécheresse, le changement climatique. Et je pense que ces changements intimes sont faits pas par la tête, mais par le cœur. Et pour accéder à ces changements intimes, c'est par la fiction et par l'art. Après, moi, c'est ma conviction et c'est pour ça que j'écris des romans. Maintenant, je me ferme pas la porte à peut-être un jour écrire des essais, mais je sais que la forme avec laquelle je suis le plus heureuse dans l'écriture, c'est le roman et aussi avec des moments de poésie, parce que un roman ne veut pas dire écrire un roman ne veut pas dire ne pas aller vers la poésie. On peut avoir les deux. Et d'ailleurs, les formes peuvent être mélangées. C'est ce qui est intéressant aussi. Merci. Quelle portée pensez-vous que la littérature possède dans les questions environnementales ? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment charnière où on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Ça nous touche, et ça nous touche même dans les grandes villes. On a vu malheureusement ce qui s'est passé à Valence il y a quelques mois. On voit que ce n'est plus que théorique ou lointain. Et on a besoin d'une prise de conscience qui est déjà là, et notamment grâce à vous, la nouvelle génération. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de toutes les armes à notre disposition pour faire prendre conscience. Et la littérature, l'art, la littérature ne doit pas jouer un rôle, mais elle peut si elle veut jouer un rôle. Et je pense que les artistes engagés peuvent jouer un rôle, et notamment de prise de conscience sur ces thématiques-là. C'est un mouvement qui existe déjà, par exemple, au Canada ou dans les pays nordiques, où il y a plus cette tendance à mettre en scène la nature et les paysages, les autres êtres vivants et l'humain comme faisant partie d'un tout. C'est en train aussi d'arriver ailleurs, mais c'est vrai que remettre l'homme à sa juste place, on s'est longtemps cru au centre de tout, et en fait on se rend compte qu'on est tout petit et très vulnérable, et c'est pour ça que j'ai parlé des abeilles, et j'ai mis comme titre « Souviens-toi des abeilles », puisque pour moi les abeilles c'est vraiment une métaphore de à la fois la vulnérabilité, à la fois la puissance. Dans nos sociétés, on a tendance à dire que la vulnérabilité, c'est presque égal à une fragilité, du coup ce serait négatif. Or, dans la nature, ce que j'ai pu constater en allant vivre un peu au rythme des abeilles, c'est que tous les phénomènes puissants sont vulnérables. Et qu'en fait, il faudrait presque changer cette définition qu'on a, qui est fausse, de la vulnérabilité comme forcément une fragilité, comme quelque chose de négatif. Pour moi, c'est très positif. La vulnérabilité, la sensibilité, c'est aussi synonyme de puissance, et je pense que c'est ce qui peut aussi nous sauver, notre sensibilité à l'autre, notre sensibilité à soi dans une époque tourmentée, pour ne pas dire plus. Je pense que c'est ça qui peut nous sauver. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur l'écologie et sur la transmission ? Encore une fois, je pense que les thématiques, quelque part, que je choisis sont des thématiques qui sont
pas vraiment réfléchi de manière rationnelle. C'est ce qui va me toucher au quotidien. Par exemple, je dis souvent que je puise mon envie d'écrire dans les injustices. Et malheureusement, il y en a plein. Donc, on a l'embarras du choix. Maintenant, ce sont des injustices qui vont peut-être faire écho à des choses en moi et qui vont du coup faire en sorte que je vais avoir envie de passer 1 an, 2 ans, 3 ans avec ces thématiques-là et ces personnages. Là, l'écologie, la sécheresse, d'abord, c'est quelque chose qui touche vraiment tous les pays maintenant, notamment le pourtour méditerranéen. Avec la sécheresse, j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 18 ans. L'eau, c'est vraiment la priorité numéro 1. Encore il y a quelques mois, il y a eu des coupures d'eau dans les grandes villes parce que voilà, il a fallu rationner. Maintenant, heureusement, ils font plein de choses superbes pour les politiques d'eau pour ne pas que les habitants en manquent. Mais c'est un vrai sujet. Et puis la transmission, je pense que moi, ça m'a marqué mon enfance au Maroc et mes grands-parents étaient très présents pour moi. Et c'est vrai qu'inconsciemment, je me rends compte que dans mes livres, on retrouve les figures des grands-parents qui sont à la fois très enveloppantes, très dans cette tendresse qu'il peut y avoir avec les petits-enfants et à la fois qui peuvent être synonymes de rigidité, de tradition enfermante. Le grand-père Jdi dans Souviens-toi des abeilles a cette dualité et c'est ça qui est intéressant. Et alors je suis en train de travailler sur un projet de 3e roman, Envoyez-moi des bonnes ondes, et je me rends compte qu'il y a encore pas un grand-père cette fois mais une grand-mère en tout cas dans le livre. On écrit aussi avec ce qu'on est. Merci beaucoup. Nous vous laissons donc avec la musique Life is Here du chanteur marocain Nasser, qui parle d'espoir et du haut atlas marocain, de même que votre second roman. Les plumes sur RCN, Mona. Bonjour, nous nous retrouvons toujours avec Zineb Mekouar et avec de nouveaux élèves, Thibaut, Bérénice, Ninon et Alban moi-même, pour de nouvelles questions. Je passe la parole à Ninon. Merci. Nous nous interrogeons sur les personnages de votre roman Souviens-toi des abeilles. Estimez-vous qu'ils sont inspirés par vos proches ? La question, est-ce que c'est vraiment fictionnel ? C'est jamais totalement fictionnel et c'est jamais un roman, en tout cas, quand on dit que c'est un roman, jamais totalement autobiographique. C'est une question très intéressante qu'on me pose pas souvent pour Souviens-toi des abeilles, qu'on me pose plus facilement pour La poule et son cumin, où il y a 2 héroïnes qui ont environ 23 et 25 ans dans le roman. Et puis quand je l'avais publié, j'avais 30 ans et on me disait mais c'est un peu autobiographique quand même, alors que ça l'était pas. Peut-être que celui-ci est beaucoup plus intime. C'est-à-dire que c'est pas du tout autobiographique. D'abord parce que je suis pas un petit garçon de 10 ans, mais aussi parce que il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Je suis pas de cette région-là, j'ai jamais vécu à la campagne, etc. Mais il y a eu des émotions. Les émotions sont, pour certaines, assez proches de certaines émotions que j'ai pu ressentir, notamment l'impuissance à sauver la mère. Alors heureusement, ma mère va très bien aujourd'hui. Elle n'a pas du tout la même histoire que celle de la maman dans le livre. Mais à un moment de ma vie, vers mes 13-14 ans, j'ai pu ressentir cette envie, cette impuissance à sauver la mère. Et j'ai eu envie d'écrire sur l'amour maternel meurtri. Donc c'est de là qu'est venue l'idée du roman, la genèse. Et de manière complètement hasardeuse, je suis tombée... Mais après, Paul Éluard disait « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». J'ai découvert... je suis tombée sur un article de journal qui parlait du rucher d'Inzerkhi. Je me suis dit « mais tiens, je ne connais pas cet endroit » alors que je suis quand même allée beaucoup de fois dans le sud du Maroc. Donc j'y suis allée. Et puis, ça a vraiment... je sais pas, il s'est passé quelque chose, je me suis dit, bah tiens, les abeilles, la reine des abeilles, c'est la mère de la ruche. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire entre la mère, la terre et la reine ? Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai construit le livre, mais ça venait d'une émotion. Donc je dirais plutôt que parfois les émotions peuvent être autobiographiques dans les romans. Et cette impuissance à sauver la mère qui est centrale
dans le livre, notamment avec le petit garçon. Celle-ci a été un moment vécu, en tout cas. Donc, dans votre roman, nous apprenons petit à petit les prénoms des personnages, mais également les liens qu'il y a entre eux. Est-ce que vous avez fait en sorte que ce soit fait exprès, comme par exemple pour instaurer un jeu avec le lecteur ? Oui, au début, même, j'avais pensé à ne pas nommer les parents. J'avais laissé la mère et le père, parce que je voulais que ce soit un peu comme ça, l'idée de la mère, l'idée du père. Le grand-père, finalement, je ne l'ai pas vraiment nommé. En arabe, ça veut dire grand-père, je dis. Il y a deux manières en arabe marocain, je parle, parce que l'arabe classique est très, très différent. Il y a Bassidi, ça c'est plus au nord du Maroc ou la région de Fès. D'ailleurs, dans mon premier roman, le grand-père, je l'appelle Bassidi. Et puis, sur la terre amazigh berbère, c'est Jdi. Et donc, je le nomme pas vraiment. Et puis, les parents, au final, je me suis dit, pour le lecteur aussi, donner des prénoms, ça permet d'identifier plus. Donc, c'était un choix, mais effectivement, c'était réfléchi. Alors, dans votre roman, le lecteur, il détient plus souvent plus de détails que les personnages. Et donc, on aimerait savoir le rôle que vous aviez voulu donner justement au lecteur. Ouais, le lecteur, pour moi, dans le roman, il est à la fois parfois à hauteur d'enfant, parce qu'on suit le petit garçon, et effectivement, parfois, je change de point de vue, on suit le père, il y a beaucoup de liberté, il y a des dialogues qui sont même dans le texte, et j'aime bien ça, moi, quand je lis, il y a une question de rythme aussi. Et puis, il y a, à certains moments, beaucoup de tendresse envers le petit garçon. Et j'avais envie, quelque part, que parfois, le lecteur ou la lectrice puisse presque prendre dans ses bras le petit garçon qui nous fait de la peine. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Et puis, c'était surtout, moi, dans le geste de l'écriture, j'avais envie de me garder la panoplie de toutes les possibilités d'écriture et d'être assez libre. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu changé de point de vue. Et je pense que ça donne aussi dans l'expérience de la lecture, cette possibilité d'avoir l'impression qu'effectivement, on en sait un peu plus qu'Anir. Après, on découvre aussi beaucoup de choses avec lui, mais on en sait un peu plus que lui. Et du coup, on a ce rapport assez tendre, je crois, avec lui. Merci. Ou à lui. Dans le livre, Aïcha se sent dès le départ attirée par ce côté de la vallée. Est-ce qu'il y aurait un lien entre Aïcha et le rucher dans le livre ? Alors Aïcha, pour moi, la maman, effectivement, elle symbolise beaucoup de choses. Elle symbolise à la fois l'étrangère qui ne sera jamais acceptée. Elle symbolise aussi la femme libre, qui donc est traitée de folle. Je vous apprends rien, hein, les sorcières du Moyen-Âge, les hystériques, tout ça. Souvent, les femmes, dès qu'elles veulent remettre en cause l'ordre établi, sont traitées de folles. Et dans le roman, elle est traitée de possédée parce qu'elle remet en cause l'ordre établi, les règles du village, les villageois qui pensent que chaque ruche appartient à une famille, à une lignée. Et elle vient et elle leur dit, mais les abeilles, elles n'appartiennent à personne. Les abeilles, on peut en prendre soin, mais elles n'appartiennent à personne, elles n'appartiennent qu'à elles-mêmes. Et donc, c'est vrai que j'ai eu envie de travailler ces deux thèmes qui m'importent beaucoup, et notamment l'étranger dans la cité, où effectivement Aïcha, elle vient de très loin, elle vient de l'autre côté de la vallée, du village pas si loin, et pourtant elle n'a jamais été acceptée. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, où les identités malheureusement sont de plus en plus figées, on est de plus en plus presque contraint ou sommé d'aller vers des communautés prétendues, c'est important de travailler sur qu'est-ce que l'étranger en fait. L'étranger, souvent, quand on voit au niveau même historique, mais même actuel, dans les faits divers, les histoires qu'on nous raconte, parfois deux villages à côté s'entretuent parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop différents. Donc il y a une absurdité
même dans le rapport qu'on peut avoir à l'étranger, et cet étranger qui trouve les sources de l'eau, parce que Aïcha, la mère, connaît mieux leur terre que les villageois et leur trouve l'eau, qui est quand même la principale source de vie, et pourtant, il ne l'accepte pas. Et à cause de ça, son petit garçon, Anir, est un peu mis au banc de la société. Donc c'était pour montrer l'absurdité de cette notion même de l'étranger à une communauté prétendue. Justement, pour rebondir sur ce personnage d'Aïcha qui incarne aussi la thématique du chaos intérieur, quel rôle accordez-vous à la littérature dans une quête d'une certaine forme d'apaisement ? Alors justement, je suis très heureuse de vous annoncer que le livre a été lauréat d'un prix qui s'appelle le prix Faut Lire, qui est le premier prix décerné par des patients de troubles psychiatriques, qui est porté par le centre hospitalier de Tuire et puis d'autres centres hospitaliers, notamment au sud de la France. Et en fait, ça montre, je pense que voilà, le personnage d'Aïcha notamment a touché par ce chaos intérieur. Et la littérature, elle montre ça. Elle montre aussi que via les fêlures, on a la lumière qui passe. Et quelque part, on côtoie tous à un moment ou à un autre la folie. On est tous sur une ligne de crête. À quel moment ça bascule ? C'est ça vraiment le matériau littéraire. Et le fait d'écrire dessus, ça peut être aussi cathartique. Le fait de lire dessus, c'est cathartique. Et ça crée un apaisement. Notamment via la lecture. Moi, je pense qu'il y a de vraies vertus à la littérature, qu'elle soit du côté écriture ou du côté lecture. Donc, je me permets de vous citer. Quand on ne sert à rien chez les abeilles, on se fait bannir et on meurt tout seul, de froid, de faim. À travers cet exemple, est-ce que vous réalisez une comparaison entre les ruches et la société à travers le personnage d'Aïcha ? Oui, sachant que là, je parlais des faux-bourdons, donc des seuls mâles dans la ruche. Effectivement, les mâles dans la ruche sont destinés à aller féconder une autre reine et à mourir à ce moment-là, ou à sortir de la ruche. Et pendant très longtemps, pour l'anecdote, les chercheurs, les scientifiques et même les princes et les rois, les empereurs, Napoléon a choisi l'abeille comme symbole, pensaient que c'était masculin, une abeille. Et quand ils ont su que c'était féminin, ils étaient presque déçus. Parce qu'ils partaient du principe que c'était, encore une fois, cette différence entre la vulnérabilité, la fragilité et cette opposition fausse avec la puissance. Et effectivement, la société, c'est pas, il n'y a pas que moi qui fais cette comparaison. Virgile l'a fait dans les Géorgiques, l'a fait. Il y a eu beaucoup, dès l'Antiquité, en fait, on a été passionnés et en admiration devant la ruche, qui est effectivement une sorte de système social extrêmement millimétré et ordonné, assez incroyable. Et c'est passionnant. C'est passionnant, même en termes de vivre ensemble. Alors, Aïcha est un personnage éminemment énigmatique. Et justement, dans le roman, la question se pose, pourquoi Aïcha est-elle passionnée particulièrement par les abeilles noires ? Ah ben, chacun a sa réponse. Hein. Pourquoi elle est passionnée ? Alors, il y a bien sûr on découvre dans le roman qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui s'est passé pendant une nuit tragique avec ces abeilles noires. Donc, on découvre l'intrigue dans le livre. Et puis, j'avais envie de rester sur la notion de mystère autour du personnage de la mère, notamment cette berceuse qu'elle fredonne tout au long du livre. Au début, elle fredonne des mots, et puis ensuite, les mots n'arrivent même plus à passer au niveau de la gorge. Il n'y a que les sons qui restent. Et c'est aussi pour dire que parfois, on ne peut pas rationaliser la vie. Il y a des choses qui se passent, et c'est bouleversant. Et c'est comme ça. On ne peut pas mettre des mots dessus. On peut juste parfois les vivre, à la rigueur les ressentir. C'est pour ça que, pour moi, la musique, c'est un art qui transcende les mots
et qui parfois va nous faire pleurer, va nous faire rire, juste comme ça en écoutant des notes. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder les notes de la berceuse, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont d'ordre très charnel, c'est le corps, c'est la musique, c'est les sensations, c'est les émotions, et c'est au-delà des mots parfois. Et Aïcha, pour moi, elle symbolise ça. Dans votre roman, vous jouez sur la transmission, sur les liens entre les personnages. Est-ce qu'il est possible d'opérer un rapprochement entre la mère d'Anir et le rucher, dans le sens où la mère comme la ruche ne peuvent plus nourrir leur enfant? Oui, carrément. J'ai voulu, de manière aussi réfléchie, de quelque part faire un parallèle entre la mer et la terre. Et il y a un questionnement qui traverse tout le livre, c'est que peut faire l'enfance quand la mer et la terre ne peuvent plus les nourrir? Parce qu'on a cette idée de la mer nourricière, de la terre nourricière, mais quand la terre s'assèche, quand la mer ne peut plus nourrir l'enfant, et que l'enfance est impuissante face à ça. Parce que là, ce qui est en train de se passer aussi, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils subissent un peu le réchauffement climatique, la sécheresse. Donc, cette impuissance, au début, en tout cas, à pouvoir être nourrie, peut-être va créer, comme Anir, d'abord une résilience et puis aussi une volonté d'action, j'espère. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une douleur première de cette enfance qui ne peut pas être nourrie ni par la mer ni par la terre. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons lancer la pause musicale avec Fire on the Mountain de Asha et nous vous retrouverons juste après. Nous voici donc arrivés dans ce troisième temps de cette émission et nous allons enchaîner avec les questions en rapport avec l'écologie. Et donc dans ce troisième groupe, nous sommes avec Manon, Margot, Eva et moi-même Bérénice. Et donc je laisse la parole à Margot, à Manon, pour qu'elle nous pose les questions justement. Oui, alors tout d'abord, quel était votre souhait en écrivant ce roman? Était-ce de montrer la place de la nature dans la vie humaine à travers la métaphore du rucher d'Inzerkis, symbolisant le réchauffement climatique, ou était-ce plutôt une ode aux relations familiales en montrant l'importance de la transmission? Je pense qu'on n'a pas besoin de choisir parce que un roman, c'est aussi montrer la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a une complexité des thématiques. On ne peut pas être, par exemple, si on est une femme, on vient de tel ou tel endroit, on vit à telle ou telle époque, en fait, il y a plein de thèmes qui s'entremêlent dans notre vie. Et pour moi, un roman, c'est pareil. Et j'avais simplement envie dans ce livre, comme je vous l'ai dit, de parler d'amour maternel meurtri, de parler de transmission, et de prendre un moment une photo d'un instant T de cet endroit qui est crépusculaire, qui est comme un géant à genoux, parce qu'il y a cette sécheresse, cette eau qui manque, et si on fait rien, il va disparaître, ce lieu. Et je me souviens quand j'avais parlé aux habitants du coin, il y en avait vraiment des dizaines et des dizaines de familles, et maintenant il n'y en a plus que 4-5, et il y avait les anciens, comme on dit, les personnes âgées qui transmettaient à leurs petits-enfants. Et quand je leur ai parlé, notamment un vieux monsieur, il m'a dit, de toute façon, tout ça, ça va disparaître avec nous. Et j'avais pas envie de ça, tout simplement. Donc j'avais envie, à un moment, de garder cette oralité à l'écrit. Et je suis très heureuse de peut-être, j'espère, l'impact qu'aura le livre. En tout cas, quand il est sorti, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert ce lieu. Et là, on travaille avec le ministère de la Culture au Maroc, l'UNESCO aussi, pour, j'espère, que le Maroc pour que le Maroc porte, j'espère, le rucher à la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on verra, mais et normalement le livre fera partie du dossier de candidature, et c'est bien si en fait la littérature peut aussi permettre ça, mais c'était pas mon désir premier. Mon désir premier, c'était d'écrire un roman, d'écrire une histoire, et
d'embarquer le lecteur, la lectrice. Maintenant, moi, j'aime bien entremêler les thématiques parce que c'est vrai que le geste d'écriture, il n'est pas rationnel, en fait, à la base. Il est pulsionnel. Et de manière très pulsionnelle, j'avais envie d'écrire sur ça. Votre roman a dans un certain sens une visée de sensibilisation sur le réchauffement climatique et plus particulièrement sur la sécheresse. Mais pourquoi ce récit en particulier? Pourquoi vouliez-vous conter l'histoire des habitants d'Inzerki? Parce que ça m'a beaucoup touchée, en fait. Quand j'y suis allée, parfois c'est des rencontres, on ne sait pas pourquoi. Ça donne envie d'écrire et c'était le cas. Et il y a eu une anecdote en particulier. Donc, je suis allée sur place parce que je voulais découvrir l'endroit et j'étais pas sûre que j'allais écrire dessus du tout. Et j'ai eu donc pas mal de discussions avec les habitants. Et à un moment, il y avait un jeune papa qui me racontait les histoires, parce qu'il y a des légendes autour d'un arbre sacré, de forêt, du miel. Il y a tout un écosystème, une sorte d'équilibre même presque ancestral avec la nature, alors évidemment avec des mythes, etc. Et le père me racontait tout ça avec des étoiles dans les yeux. Il y avait son petit garçon de 6-7 ans qui jouait derrière lui. Et à un moment, il me dit, oui, mais là, à cause de l'eau et de la sécheresse, on doit partir. Mais voilà, en ville, c'est dur. Au Maroc, il y a vraiment des langues différentes. Et quand on ne parle pas la bonne langue, qu'on n'a pas le bon réseau, qu'on n'a pas forcément les diplômes, etc., c'est difficile en ville parce que même si on a un savoir-faire ancestral comme l'apiculture, ça ne sert à rien dans une grande ville. Enfin, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire, mais à Agadir, bon, c'est compliqué, ou à Casa, ou à Tanger. Et donc, je lui dis, mais si pour vous, c'est difficile, déjà en ville, si vous devez partir, qu'est-ce que deviennent les enfants? Et là, alors qu'il avait vraiment une lumière dans les yeux, il a baissé le regard et là, il m'a dit, les enfants, il a utilisé un mot en arabe marocain très dur, il m'a dit, les enfants, titkarfso, ça veut dire les enfants, ils subissent, ils payent les pots cassés. Et moi, je me souviens... j'ai grandi à Casablanca et quand j'allais à l'école, on y va souvent en voiture et pour être, si vous connaissez un peu le Maroc, il y a beaucoup d'enfants qui mendient dans les rues, au feu rouge, qui vendent des chewing-gums. Et moi, je me souviens, vers 7 ans, quand il y avait des gamins de mon âge qui toquaient à la fenêtre ou à la vitre de la voiture, je me disais, mais c'est par hasard que je suis de ce côté, du bon côté de la vitre. Et ce hasard... de destin qui, en fait, dès la naissance, vraiment crée des disparités aussi importantes. Cette vulnérabilité de l'enfance, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue culturel, c'est hyper violent. Et je pense que quand on grandit dans un pays comme le Maroc, on s'en rend compte très vite. Et moi, je sais que c'est une des choses qui m'ont le plus marquée. Dans mon enfance, et l'injustice liée à l'enfance, elle revient dans mes livres. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais écrire dessus. Sur cet endroit, je vais écrire à hauteur d'enfant. Parce qu'il y a un vrai fléau, même des fléaux, quand les enfants vont en ville, comme ça, à cause de l'exode rural forcé, il y a la prostitution enfantine, il y a les réseaux de drogue, c'est hyper violent. On parle de réalité extrêmement, extrêmement violente. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de rendre hommage en fait à ces enfants-là qui n'ont rien demandé et qui subissent trop pour ne plus que ça arrive. Merci. Vous parliez d'un parallèle entre la mer et la terre. Anir, quant à lui, il peut représenter l'espoir possible des générations futures. Le personnage du père, quant à lui, est-ce qu'il pourrait incarner la société qui est tiraillée actuellement entre un impératif économique et cette conscience écologique, avec cette dualité entre une logique plutôt capitaliste et cette relation authentique à la nature qui est exprimée dans votre roman? Le personnage du père, il montre aussi et surtout comment il y a des disparités
à la fois de classe sociale, à la fois entre les campagnes et la ville, et à la fois au Maroc, encore une fois, c'est un carrefour de langues, c'est un carrefour aussi d'origine, c'est un carrefour de tout. Et dans mon premier roman, j'ai montré comment les classes sociales au Maroc sont très 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 rigides, dans un environnement très urbain. Et là, je sors de l'environnement urbain pour aller à la campagne, mais pour montrer aussi les disparités très 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 rigides qu'il y a entre la campagne et la ville, où on n'a pas en fait du tout les mêmes armes pour affronter le réel. Et cet exode rural forcé que représente le père d'Anir, Omar, qui en fait a encore une fois une sorte de savoir-faire, il a de l'or entre les mains avec l'apiculture. Mais en même temps, cet or ne vaut rien en ville. Donc quand on ne se bat pas avec les armes qu'il faut, ou quand on a de l'or mais c'est pas la bonne monnaie d'échange, quelque part, eh ben on se retrouve à devoir essayer de vivoter par des petits boulots, s'en sortir comme on peut, ou pas s'en sortir. Et en fait, moi, je n'apporte pas de réponse dans mon livre, mais plutôt des questions. Et ma question, c'est est-ce que la ville, c'est vraiment la bonne et la seule solution pour cet exode rural forcé? Est-ce qu'il ne faudrait pas, quelque part, réfléchir à d'autres solutions, notamment peut-être en réfléchissant à une meilleure gestion de l'eau dans des lieux comme ça, permettre, via une sorte d'agriculture réfléchie, d'aider ces personnes. Et là, il y a des choses qui sont faites, notamment quelques habitants qui reviennent, qui sont en train de planter des arbres mellifères qui tiennent mieux à la sécheresse. Il y aura peut-être un barrage. Il y a des choses qui sont faites pour que les abeilles puissent survivre. Et maintenant, voilà, faut des aides publiques, des aides, une prise de conscience citoyenne. Mais moi, je suis très optimiste et je pense qu'on y arrivera. Merci. Tout au long de votre roman, vous décrivez l'organisation collective, solidaire et résiliente des abeilles. Est-ce que vous pensez que justement aujourd'hui, face à cette urgence climatique dont nous faisons face, est-ce que vous pensez que la société humaine devrait justement s'inspirer de cette société des abeilles? Il y a un côté aussi très catégorique chez les abeilles. La reine, si elle pond pas des œufs chaque jour, on la tue. Donc je veux pas non plus qu'on s'inspire de ce côté-là, mais il y a une intelligence collective, une réelle conscience. Enfin, je pense qu'on peut parler de conscience, que sans l'autre, on ne peut pas y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ça ferait du bien de nous rendre compte que sans l'autre, on ne peut pas y arriver. Et que le vivre ensemble, il est pas simplement là pour faire joli, c'est qu'il est plus que nécessaire, il est vital. Et que du coup, on a besoin de prendre en compte l'autre dans sa différence, dans sa diversité, dans son altérité, dans ce qu'il a, dans ce que le mot a de plus vraiment littéral, pour faire société. Et qu'on ne peut pas juste dire que certains n'ont pas leur place. Et du coup, c'est surtout ça, je pense, qu'on peut garder des abeilles, c'est de se dire que on ne peut pas survivre si on ne survit pas les uns avec les autres. Merci. La critique vante souvent Souviens-toi des abeilles comme une ode à la nature, où la réalité côtoie les traditions. Mais comment définiriez-vous votre œuvre en quelques phrases? Pour moi, c'est un roman profondément vivant, humain et terrestre dans ce que ça a de plus complet. C'est-à-dire que il y a la nature, il y a le vivre ensemble d'une société humaine, il y a les rapports de famille, il y a l'intimité. Donc c'est, encore une fois, pour moi, une photo d'un moment de vie, d'une famille qu'on suit dans un environnement donné, à notre époque actuelle. Merci.
Quelle place le politique occupe-t-il dans votre roman ? Mes livres sont, et je pense seront engagés, en tout cas celui sur lequel je travaille aussi. Et le politique dans le sens étymologique du terme, de police, de la cité, s'occuper des affaires de la cité, le poète dans la cité, parce que ça rejoint un peu avec à la question du vivre ensemble. Je pense que on a besoin de contre-récits au récit actuel qui parfois qu'on entend beaucoup trop, qui ont des caisses de résonance beaucoup trop importantes, où on a une sorte d'incitation au cloisonnement, au non-vivre ensemble, justement. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, je dirais plus qu'à d'autres époques, mais en fait, à beaucoup d'époques, il y a eu ce besoin-là. Je pense à une citation de Camus durant son discours pendant la réception du Nobel, où il disait notre génération a presque la responsabilité d'empêcher que le monde ne se défasse. Et je pense qu'aujourd'hui, on est complètement, exactement et de manière très précise là-dedans. Et c'est en ça que moi, j'écris des livres qui montrent ça et qui, j'espère, peuvent être à leur niveau des contre-récits à ces incitations-là, et en montrant que le vivre ensemble est possible et que on est beaucoup plus complexe que des cases dans lesquelles on pourrait nous mettre. Merci. Alors, je vais vous poser une question sur le style du roman et sur le personnage d'Anir en particulier. Le fait que vous ayez choisi de développer cette histoire à travers les yeux d'un enfant, pourquoi c'était important pour vous de choisir ce personnage, et qu'est-ce que cela peut apporter de plus, de neuf à votre récit ? Je me suis dit que si je disais qu'un adulte fondait en larmes parce que les abeilles allaient mourir, on n'allait pas me prendre au sérieux. On allait se dire cet adulte est complètement fou. Alors qu'un enfant, on l'accepte. On accepte que ce soit une immense tristesse, que sa ruche meure. On accepte que ce soit la fin du monde et on se met à sa place. Et donc il y avait une sorte de, justement dans cette volonté de ne pas parler à la tête, de ne pas parler au rationnel, mais de parler à l'affect. L'enfance, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'affect, de l'émotion et donc de la création. Et puis ça me donnait une liberté aussi de pouvoir imaginer plein de choses. Notamment par exemple à un moment dans le livre, les abeilles qui font comme une armure et qui protègent le petit garçon de son père qui veut l'emmener en ville. Donc ça m'a donné une liberté de ton aussi. Et puis je l'ai senti comme ça. C'est pas, y a des choses parfois qu'on peut post-rationaliser, mais la pulsion même de l'écriture est venue à travers ce personnage de petit garçon de 10 ans. D'accord. Et justement, pour rebondir sur la question d'Eva, vous utilisez parfois du discours indirect libre pour nous permettre de plonger justement dans les pensées d'Anir, à l'intérieur même de la narration. Et comment faites-vous pour adopter cette plume enfantine? Est-ce que justement vous replongez dans l'enfant en vous, ou est-ce que vous vous inspirez d'enfants autour de vous? Enfin, comment se passe justement ce processus? C'est dans l'écriture, il y a une musicalité même du livre. Après, c'est quand on est dans l'histoire, quand on est dans le personnage, on tient presque nos personnages par la main. Ça fait bizarre de dire ça, mais et il y a beaucoup d'auteurs qui disent ça, et c'est plus rationnel. C'est un moment où on est dans le livre et ça vient. C'est pas après est-ce que ou pas ma vie, le fait que j'ai été proche d'enfants, que je peux pas vous dire, mais en tout cas j'ai écrit avec ce que je suis, mais l'écriture elle-même, elle n'est pas... Heureusement, on se pose pas des questions à chaque fois qu'on écrit un mot, parce que sinon on pourrait pas, je pense, écrire de livres, mais c'est vraiment... Il y a une sorte de flux de l'écriture, et
c'est d'abord des constructions peut-être de personnages et puis ensuite il y a le récit, mais je me suis pas du tout posé la question de me mettre à la place ou pas. C'est venu un peu comme ça. Merci. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Nous remercions encore une fois Madame Mécoire d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Nous remercions également toute l'équipe RCN qui nous permet d'avoir cette expérience et plus particulièrement Mouna qui nous a laissé la main. Nous remercions également Madame Kless, notre professeure de français, qui nous a permis d'être ici et d'avoir cette expérience. Je remercie également toute l'équipe qui a participé de loin ou de près à cette émission. Et nous allons vous laisser avec une dernière chanson qui s'intitule Des Seeds d'Aurora et qui parle justement de cette urgence écologique dont nous faisons face. RCN, www.rcn-radio.org